Bonjour, bonsoir, salut, salam à toutes et à tous. Bande de haineux. Bah oui, je vais vous appeler comme ça, bande de haineux. Vous aimez la haine. On aime la haine. L'être humain aime la haine. La haine, la guerre. On aime tout ça, au fond. On aime en tout cas être spectateur de ça. Certainement pas acteur. En tout cas, le sujet du jour, c'est la haine, ou pseudo-haine, entre Iran et Israël. Donc vous avez bien suivi ce qui s'est passé les jours précédents, qu'Israël reproche à l'Iran d'avoir dépassé les normes en termes d'enrichissement nucléaire. Grosso modo, pour la faire rapide, il faut un seuil de maximum 5% pour rester dans l'usage civil et l'Iran s'approche des 90%. 90%, c'est le seuil pour arriver à la bombe nucléaire, concrètement. Donc ça fait peur à Israël, forcément. Donc Israël a, pour certains, logiquement lancé des attaques et s'est attaqué à des sites stratégiques de production nucléaire en Iran, parfois même des sites enfouis sous terre. Et tout ceci a logiquement donné naissance à une riposte du côté iranien, comme il fallait s'y attendre. Donc nous sommes le 14, ils ont hier, donc le 13, lancé plusieurs attaques de missiles balistiques sur Tel Aviv qui ont causé 2 morts. On y reviendra plus tard. Moi, il y a quelque chose qui m'a interpellé là-dedans. C'est une déclaration de Netanyahou, parce que dans ces moments-là, les déclarations sont hyper importantes. C'est une guerre, certes sur le papier, donc avec des armes, mais c'est aussi une guerre de propagande et une guerre de communication. Okay. Netanyahou a déclaré au peuple iranien, donc il s'est adressé la fine allocution à la télé, et ça a été apparemment diffusé à destination du peuple iranien. Il a déclaré, ouvrez les guillemets, « Les peuples d'Israël et d'Iran sont amis depuis l'époque de Cyrus le Grand. Veuillez retrouver votre liberté face au régime des mollahs. » Donc il a mentionné un certain Cyrus le Grand. Donc j'ai enquêté. En fait, il n'a pas dit ça au hasard. À l'époque, Cyrus, donc c'était le roi des Perses. Il a conquis la fameuse cité connue, Babylone. Et à l'intérieur, on y a trouvé des milliers de juifs déportés, donc depuis Jérusalem. Donc il y a eu la destruction du temple, pour la faire vite, déportation de ce peuple à Babylone, et libération. Donc Cyrus, il est arrivé, il avait plusieurs solutions devant lui, mais lui, au lieu de les opprimer, en gros, il les a libérés, il leur a permis de retourner à Jérusalem, et en plus de ça, il a ordonné la reconstruction du temple de Salomon. Et c'est ce qui fait de Cyrus une figure reconnue et considérée presque comme un messie par le peuple juif. C'est le seul non-juif d'ailleurs qui est noté, qui est cité, dans la Bible. Donc voilà pourquoi Netanyahou a parlé de Cyrus, c'était pour cette référence. Alors, vous avez bien vu au début, j'ai parlé du mot de la haine, d'accord ? Je vous ai même traité de haineux. Mais c'était pour mettre en exergue le terme de haine, d'accord ? Puisque c'est ce qui alimente ce conflit. C'est ce qui alimente clairement ce conflit. C'est la haine entre le régime iranien et Israël. Ok ? Donc certains derrière vont faire le raccourci rapide et dire la haine entre les musulmans et les juifs, mais là on va parler d'abord de haine entre Israël et l'Iran. Moi je vais rajouter un mot à cette haine, c'est cette haine affichée avec des guillemets. Parce que moi, à titre personnel, et c'est mon avis que je vais exposer pendant ces minutes, je n'y crois pas un instant. Mais pourquoi je n'y crois pas un instant ? Je vais vous présenter mes arguments, ok ? Premièrement, le régime iranien actuel, il est né de la révolution islamique. Il a toujours eu besoin d'un ennemi pour exister. Et comme il ne peut pas avoir comme ennemi l'Arabie Saoudite frontalement, parce que c'est trop risqué, l'Arabie Saoudite, ce qu'il y a derrière, c'est beaucoup de choses, c'est des intérêts économiques énormes, et surtout les États-Unis. Donc, il a choisi de taper sur Israël. Mais, on va dire, à titre symbolique. Et en fait, tout ce qui se passe depuis longtemps entre l'Iran et l'Israël, c'est une grande pièce de théâtre idéologique. Et pendant ce temps-là, les médias vous parlent de haine enracinée. Ce qui est totalement l'opposé. Et donc, pourquoi je vous ai parlé de Cyrus ?
Puisqu'en fait, après Cyrus, ce qui s'est passé, c'est que l'Iran a été une terre d'accueil naturelle pour les Juifs. C'est-à-dire que ils s'y sentent en sécurité. Il n'y a pas de vague d'antisémitisme là-bas. Ce serait complètement dire ça à des gens qui ne sont pas renseignés. C'est quelque chose de complètement what the fuck. Avec ce qui se passe, ils vont te dire non, mais l'Iran, c'est un pays totalement antisémite, alors que non. La ville d'Ispahan, en Iran, c'est la ville qui abrite la plus grande communauté juive d'Iran. Et on y protège les synagogues. Mais en même temps, on crie à mort Israël, à Téhéran. Et quand on adopte en fait cette grille de lecture, on peut logiquement faire le parallèle avec, pour les uns, la venue du Dajjal, et pour les autres, celui du Messie. Donc en fait, moi j'en ai conclu que ce sont deux faces d'une même pièce. Qu'en fait, les deux ont intérêt à provoquer un faux conflit entre le pseudo-bien et pseudo-mal, alors qu'en réalité, les deux camps servent littéralement le mal. Vous m'avez bien entendu. Les deux camps servent littéralement le mal. Et c'est ce qui fait que nous vivons dans un monde où rien n'est hasard. En fait, tout suit un agenda déjà établi. Et les religions là-dedans, à partir du moment où on les politise, ça devient dangereux. Et ça devient un élément de propagande et de manipulation énorme. Parenthèse fermée sur les religions. Et l'objectif des dirigeants malsains de ce monde, c'est de réunir des éléments pour l'avènement de Lucifer pour certains, du faux sauveur ou du vrai sauveur pour ceux qui croient à ça. Et donc parmi ces événements qu'il faut réunir, il y a le chaos géopolitique organisé, la perte de repères religieux, créer un climat de peur généralisée et des technologies de plus en plus pointues, prêtes à servir un leader mondial. C'est bien beau de parler d'idées, mais si tu as les technos derrière qui suivent, c'est très bien. Des technologies telles que les puces, surveillance, reconnaissance faciale, l'intelligence artificielle, ça on en parlera un jour. Bref, tous ces éléments préparent la scène mondiale pour le Dajjal. Et le Dajjal, en tout cas en islam, c'est ni plus ni moins la définition du plus grand imposteur de l'histoire. Donc je vous ai parlé de haine, je vous ai parlé maintenant d'imposture. Et oui, imposture, c'est le deuxième terme qui résume ce scénario fabriqué, ce scénario qui arrange tant de monde. Puisqu'en fait, à la base, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on reproche à l'Iran de trop s'enrichir en uranium. Trop s'enrichir en uranium pour, soi-disant, ça représenterait un danger pour la région. Très bien. Mais si on se pose 2 secondes, quand bien même l'Iran est enrichi en uranium et obtient des missiles balistiques à tête nucléaire, vous pensez vraiment que l'intérêt de l'Iran, ce serait d'anéantir Israël et qu'ils vont réellement le faire? Sincèrement, est-ce que vous êtes naïf à ce point? Mettez-vous bien dans le crâne que les politiciens, tout ce qu'ils font derrière, enfin plutôt tout ce qu'ils font, c'est calculé. Et c'est pour arriver à une seule et même finalité, nous faire payer à la caisse. C'est nous. Donc, ils vont établir des choses, des scénarios, pour simplement pouvoir se justifier auprès de l'opinion publique. Et c'est exactement ce qui se passe. Le danger nucléaire iranien, c'est un excellent prétexte pour garder l'attention du monde sur l'Iran. Donc, Israël va facilement justifier ses opérations militaires ciblées. Ils vont conserver le soutien des Américains, qui eux aussi
craignent que l'Iran, effectivement, s'enrichisse d'un point de vue nucléaire, puisque ça menacerait Israël, ça menacerait surtout leurs bases aériennes dans les pays du Golfe. Et donc ça redistribuerait en quelque sorte les cartes dans la région. Et en fait, tout ceci, c'est basé sur du mensonge. Et ce qu'on est en train de vivre, c'est la pièce de théâtre du mensonge. Ils sont en train, littéralement, de nous jouer une partition du mensonge. C'est aussi simple que ça. L'Iran, il va faire des grandes déclarations, des grands montages vidéo en disant vouloir effacer Israël de la carte. Et de l'autre côté, Israël va se plaindre et va se dire oui, nous on est isolés, on est entouré d'ennemis, on ne peut pas attendre qu'un pays hostile comme l'Iran ait la bombe, etc. Donc on va effectuer ce qu'on appelle des frappes préventives. Mais si tu t'arrêtes 2 secondes, Israël, ils sont entourés de qui? Ils sont entourés de l'Égypte, ils sont entourés de l'Arabie Saoudite, de la Jordanie, du Liban, de la Syrie. Oh, j'ai cité des pays. Déjà la moitié de ces pays, ils sont amis avec Israël. Donc de quel ennemi tu me parles? Donc vous voyez, malgré ces pseudo-revendications, on voit bien quand même qu'on évolue dans un contexte qui est très flou pour le commun des mortels. Et le commun des mortels, lui, il va suivre en fait la danse que les médias vont lui indiquer, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que l'Iran, c'est le méchant, il a été isolé, il y a eu un embargo, etc., etc. Mais si on se pose 2 secondes, comment l'Iran, depuis tout ce temps-là, s'ils ont réellement subi l'embargo, comment ils ont pu autant se développer? À votre avis? À votre avis? Eh bien la réponse, elle est simple. C'est que pendant cet embargo, en fait, tout passe par ce qu'on appelle des sociétés écrans. Et devinez qui est derrière ces sociétés écrans à majorité, je dis bien, il y a plein d'autres pays, mais Israël. Israël qui fait partie en fait de ce qu'on appelle un circuit plus ou moins opaque. Par exemple, à Dubaï, vous avez beaucoup de sociétés offshore aux propriétaires anonymes qui permettent de faire passer du matériel, des devises ou même des composants technologiques à double usage. Par exemple, vous allez trouver une boîte qui est basée à Dubaï, qui va acheter un produit israélien, le reconditionner et le revendre à une entité liée à l'Iran. Donc c'est une technique vieille comme le monde, mais ça se fait dans le milieu de l'armement, du militaire. Pareil, Chypre, beaucoup de banques chypriotes qui sont utilisées pour faire transiter des paiements discrets, notamment en crypto-monnaie, entre des entités israéliennes et iraniennes, mais tout ça de manière cofinancée et anonyme. Et un dernier exemple, vous avez la Turquie, par exemple, qui est très ambiguë. Turquie qui fait des très bons drones, qui va vendre des drones à l'Iran, et ces drones-là sont composés sans rentrer dans les détails techniques, mais de pièces ou de composants israéliens ou américains, mais légèrement modifiés. Et tout ça à destination de l'Iran. Donc il se peut quelque part que l'Iran bombarde Israël avec un pourcentage de matériel israélien. Donc, c'est l'économie, c'est l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Et la paix, c'est le cauchemar du marchand d'armes. Et ça, ce sont des exemples parmi tant d'autres, qui sont plus ou moins récents. Mais si on creuse vraiment dans l'histoire, on voit bien que pendant la guerre Iran-Irak, la fameuse guerre où il y a eu des centaines de milliers de morts, Israël a littéralement vendu du matériel à l'Iran, sous les yeux des États-Unis qui ont cautionné ça. Donc vous vous dites bien que c'est peut-être un bis repetita qu'on vit. Moi, j'avais évoqué cette idée à un ami à moi, et il m'a dit, mais attends, si vraiment je suis ton raisonnement, pourquoi, dans ce cas-là, il y a eu des morts, notamment à Tel Aviv? Mais à Tel Aviv, je crois que le nombre de morts, c'est maximum 5 ou 10 personnes. Mais vous pensez vraiment que d'un point de vue purement militaire, ce sont des données qui comptent?
quand deux grandes puissances s'affrontent, il y a ce qu'on appelle un seuil de perte qui est estimé, et ce sont entre guillemets des sacrifices qui sont acceptés pour justifier derrière des réactions. C'est un minimum de quotas pour justifier derrière. On ne parle pas de provoquer des centaines de morts, etc., ou des milliers de morts. Mais malheureusement, ça fait partie des choses. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Les médias n'ont pas énormément insisté sur les morts qu'il y a eu. Tac, direct, on est passé sur la deuxième riposte israélienne. Donc en fait, pour conclure cette première partie, bon, je fais une première partie, peut-être pas une deuxième, ça dépend de comment ça va évoluer et de mon inspiration, entre guillemets. Pour conclure cette partie, il faut se mettre en tête que Israël et l'Iran, ce sont deux grandes puissances qui se craignent, ok, et comme deux personnes qui se craignent, ils savent que si on a un des deux qui dégaine à 100%, c'est foutu pour les deux. C'est entre guillemets à la vie, à la mort. Donc ils sont obligés de se mettre des petits coups par-ci par-là. Voilà. Juste pour entretenir le scénario du conflit. Voilà. Donc, quand on adopte cette grille de lecture, bah en fait, on voit que tout ça, c'est un rideau de fumée. Et qu'est-ce qui se passe derrière ce rideau de fumée? Bah la cause palestinienne, elle est oubliée. Littéralement oubliée. Elle est reléguée à limite un fait divers. Ça y est, c'est passé. L'économie réelle, elle souffre, puisque les marchés vont réagir, et qui va payer les conséquences? Des gens comme nous, par exemple, des gens qui vont vivre en Europe, le prix de l'essence, les taxes, l'augmentation des budgets militaires, mise en place de lois liberticides, euro numérique, etc., etc. Donc, demain, quand ils vont annoncer et dire ces choses, ils auront de quoi justifier. Ils vont dire, oui, mais regardez ce qui s'est passé. Et c'est exactement ce que Macron a dit lors de sa conférence de presse. Il a dit, il va y avoir des changements, à peu près, hein, il va y avoir des changements dans notre mode de vie, mais c'est trop tôt pour vous répondre. Un journaliste qui lui avait posé la question, quelles seront les conséquences pour les Français? Il lui a dit, il va y avoir du changement, mais c'est trop tôt pour vous répondre. Le mec, il est en train de se frotter les mains. Donc c'est vraiment, c'est ahurissant. Moi, je ne suis pas là pour dire que Israël et l'Iran sont des alliés, mais ils mangent dans la même gamelle. Et ça, c'est ce que j'appelle une opposition utile, qui sert aux deux, et qui coûte à nous, le peuple. Elle nous coûte notre lucidité, nos libertés, de l'argent, du stress, cacher la vérité. À qui profite vraiment ce crime? Voilà, je vais pas durer plus que ça. J'espère dans une autre partie aborder vraiment le côté plus géopolitique, vraiment, en parlant notamment des autres pays de la région, des pays arabes, de la rivalité sunnite-chiite, puisque il y a une double bataille, entre guillemets, une pseudo-bataille avec celle d'Israël, mais aussi du leadership en fait du monde arabe, donc l'Iran, Arabie Saoudite. J'espère aborder ça dans une autre partie. Et puis je vous dis, prenez soin de vous.